Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Radioverse pour une émission exceptionnelle puisque nous avons une envoyée spéciale à Cannes et c'est Agathe Poncé. Bonsoir Agathe, comment vas-tu? Hello, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, un peu stressé, c'est toujours stressant de prendre l'antenne en direct. Étonnamment, on n'y est pas habitué, je crois que c'est notre quatrième soirée en direct, mais il y en aura de plus en plus, c'est ce que je dis à chaque fois. Nous ne sommes pas seuls, non, nous sommes entourés de trois chroniqueuses de choc. D'abord, Kiwi, comment vas-tu Kiwi? Salut, ça va super, écoute, le soleil chante, les oiseaux dansent, tout va bien. Ah ok, Walt Disney donc, pour toi je sens, c'est ça. C'est ça. Marie, comment vas-tu? Eh ben super, ça va très bien, merci. Heureuse d'être là avec vous ce soir, en plus avec notre envoyé spécial pour discuter de ce majestueux festival. Majestueux, je pense que c'est le mot. La dernière sur ma liste, mais pas la dernière en talent. Cécile, comment vas-tu? Hello, ça va bien, merci. Ravie de vous rejoindre ce soir. Alors je l'ai dit, hein, c'est une soirée exceptionnelle puisque nous sommes en direct et sur la radio et sur Twitch. Sur la radio, nous sommes actuellement une trentaine de personnes qui nous écoutent et on les salue bien bas. Je vous propose de démarrer tout de suite avant de parler de ce Cannes 2026. On va fouiller nos souvenirs. Est-ce que Cannes, ça veut dire quelque chose pour vous? Est-ce que Cannes, pour vous, ça reflète le cinéma ou plutôt le strass et la paillette? Qui veut se lancer? Kiwi, tiens. Bah, moi, c'est plutôt, l'élégance. Enfin, j'ai l'impression que à chaque fois que j'allais au cinéma et qu'il y avait marqué, Cannes dessus, c'était un film à voir parce que ça veut dire que c'est forcément, un bon film et bah, c en vrai, je pense que ça dépend des films en général parce que j'ai appris il y a récemment qu'il y a énormément de films à Cannes, je ne le savais pas, mais j'en découvre toujours autant sur ce festival qui est pour moi un mystère quand même. Je crois qu'il y en a une centaine, hein, parce qu'il y a la sélection officielle, il y a la sélection off, il y a la sélection premier réalisateur, enfin premier film, il y a la sélection spéciale, il y a la sélection depuis quelques temps LGBT, il y a pas mal de Caméra d'or, il y a pas mal de sélections, effectivement, il y a des films, en veux-tu, en voilà. Mais ça, on va en parler avec Agathe tout à l'heure sur les coulisses, parce que j'ai appris quelque chose, moi, qui m'a laissé sur les fesses, pour parler vulgairement, et, mais je tease. En toi? Ah, c'est ça pour toi, oui. Ah ben voilà, vocabulaire Disney. Encore une fois, merci Kiwi. Marie, même question. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Cannes? Et ben pour moi, pareil, je dirais que ça représente vraiment l'élégance, le féerique, et c'est un peu le cinéma de haut vol aussi. C'est vrai que c'est pareil quand tu vois un film avec le logo sélection officielle ou non du Festival de Cannes. Bah voilà, tu sais que tu vas vraiment voir quelque chose de travaillé avec un message derrière, avec voilà, un certain regard, sur le monde, et on peut, je pense, dire un peu d'élitisme parfois, mais je pense qu'il forge aussi un cinéma, différent et qui prône l'indépendance aussi. Ouais, c'est parfaitement résumé. Il y a effectivement un bon prestige, l'air de rien, en tout cas dans l'imaginaire collectif et dans le mien, quand j'ai commencé à aimer le cinéma, je guettais ce petit logo juste avant la bande-annonce. Est-ce que tu es d'accord, Cécile, pour le prestige ou pas? Oui, tout à fait et pour moi, ça représente aussi le glamour, mais aussi, un festival qui est, ultra médiatisé. J'ai appris que c'était, l'événement le plus médiatisé au monde après les JO et c'est aussi, l'occasion, pour tous les cinéphiles de se rencontrer puisque c'est aussi un cinéma qui, accueille le marché du film, ce que j'ai découvert, récemment Ouais, le et marché du film, c'est bien que tu le mentionnes, parce que c'est là où on achète les films, les séries, où on fait son marché, quoi. C'est là où on peut découvrir des nouveaux talents et des nouveaux réalisateurs. Et il faut pas oublier que oui, le cinéma, c'est d'abord une industrie qui rapporte énormément d'argent, mais ça aussi, je tease un sujet un peu plus tard. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que je t'ai coupé. Non, c'était pour rebondir sur ce que disait, Kiwi sur le fait que qu'elle découvre sans cesse de nouvelles choses sur ce cinéma sur ce festival. C'est vrai que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je vieillis, je découvre de nouvelles rubriques en fait, de nouvelles, sections et qu'aussi au fur et à mesure, avec les années, de nouvelles sections sont créées donc c'est aussi un festival qui sait se réinventer.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a j'ai parlé tout à l'heure de la section LGBT. C'était pas le cas lorsque moi j'étais adolescent. Ça n'existait pas à l'époque. Pas les LGBT, hein, mais la section en tout cas. Et effectivement, je pense que c'est aussi dû à la médiatisation. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert le Festival de Cannes avec les grandes émissions en direct de Canal+. Du coup, on pensait qu'il y avait quoi, un film par jour, comme a dit Marie tout à l'heure, et puis basta, quoi. Et c'est ouais, en grandissant et en m'intéressant de plus en plus au cinéma, qu'on voit tout le versant caché de Cannes. C'est un peu le Titanic. Agathe, qu'est-ce que tu en penses, dis-nous? Alors moi, du coup, j'ai une autre vision, de Cannes puisque j'ai grandi à Cannes. J'ai fait mes études à Cannes, enfin j'étais scolarisée vraiment toute mon enfance à Cannes. Donc c'est vrai que moi, le festival de Cannes, c'était un peu embêtant dans le sens où il y avait beaucoup de bouchons, il y avait beaucoup d'étrangers, enfin je veux dire, on circulait plus dans les rues. Faut savoir aussi que pendant le festival de Cannes, il y a énormément de marketing. Moi, j'étais scolarisée au lycée Sainte-Marie et on avait la chance d'avoir la plage à 10 minutes à pied, quoi. Donc quand on avait des trous, que ça soit au niveau de l'emploi du temps, quand on finissait plus tôt, on allait à la plage, manger et cetera et durant le festival des Cannes, les prix augmentent de, 15 à 20. Donc voilà, c'était plus contraignant pour nous, en tant qu'étudiants et je pense que ça l'est toujours. Maintenant, je suis plus trop sur Cannes, mais en tout cas, quand j'ai mes copines qui me disent: «Mais nous, on en a marre de ce festival», parce que, en fait, pour un trajet qui initialement dure 20 minutes, en fait, il dure 1 heure et demie. Donc voilà, il y a des points positifs et voilà, c'est vrai que c'est un moment à faire, mais quand on y vit, le faire une fois, c'est bien, la deuxième fois, c'est bien, la troisième fois, on commence à en avoir marre et la quatrième fois, on n'en peut plus donc voilà, je pense que voilà, D'accord. perspective différente. Ok, d'accord. Bon, je n'ai pas grandi à Cannes, donc moi, je suis encore un petit peu émerveillé. Pour rebondir sur l'aspect plage, on écoutera demain dans l'émission un reportage sur une soirée qui a eu lieu à Cannes, pardon, sur une plage, et dont tu étais l'envoyé spécial, on va dire. En tout cas, tu nous as ramené un petit reportage sur cette soirée, mais on en reparlera demain. Euh, Kiwi, fais-nous jouer, tiens. Bah, écoutez, une question très simple. Vous connaissez sûrement le tapis rouge, le fameux tapis rouge de Cannes, mais il n'a pas toujours été rouge. Est-ce que vous savez de quelle couleur il était avant? Cécile? Vous avez le droit de répondre. Alors, d'après, une interview d'Isabelle Huppert, il était bleu. Ah Tout à OK. fait et de 1946, donc la première édition jusqu'en 1949 et après, c'était réservé uniquement aux équipes, d'un certain regard, donc les équipes, entraient sur un tapis bleu dans le cinéma et hem et voilà et après il est devenu rouge en 1984 pour s'inspirer des Oscars, finalement, parce que tout revient aux Oscars. Ouais. Tout revient aux États-Unis. États-Unis qui ne sont pas beaucoup représentés dans la sélection officielle cette année. Cannes est en concurrence avec les autres festivals de cinéma qui lui vapillent de plus en plus des exclusivités. Ce qui est fou. Sur 1946, l'année de création du festival, je vous recommande la lecture du livre de Tanguy Perron qui s'appelle Tapis rouge et lutte des classes et qui raconte la construction du Palais des Festivals, qui raconte comment le Festival de Cannes a été créé et comment la CGT, une organisation syndicale de gauche, gauchiste, a lancé le Festival de Cannes et comment toute cette histoire-là a été balayée. Et ô combien avec les récents événements dont on parlera d'ici une vingtaine de minutes. On a interviewé Tanguy Perron, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet La Nuit du Dimanche pour réécouter cette interview et lisez son livre qui est vraiment très bien écrit. En plus, on apprend pas mal de choses, surtout si vous aimez le cinéma. Il y a quand même un point détail qui n'a pas évolué depuis 1946, c'est que dès l'ouverture du cinéma de Cannes, il y avait des paillettes, il y avait des stars, il y avait du glamour et il y avait des bimbos. Et ça n'a pas changé du tout. Est-ce que vous avez... je vais peut-être reprendre ma question. Le Festival de Cannes a démarré la semaine dernière. Est-ce que depuis une semaine, vous avez un moment marquant qui vous a marqué? Quelle bonne question, Cécile.
Alors je le suis pas en direct. Je regarde des films, en direct dans les salles de cinéma, mais je n'ai pas suivi, heu, ce qui se passe au festival en direct, donc je n'ai pas été marquée par quelque chose en particulier. J'ai plutôt, vu en différé certaines, interviews, d'acteurs, dont celle justement d'Isabelle Huppert qui disait que les marches, étaient bleues initialement. Mais voilà, j'ai pas de moment buzz, à partager. Alors c'est fou ce que tu es en train de dire, parce que je pense pareil que toi, et je trouve que c'est un des drames actuels sur le Festival de Cannes. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus le Festival de Cannes pour le cinéma, mais on le regarde pour les à côté. On ne le regarde plus en live, on le regarde via des extraits qu'il ne fallait absolument pas rater, qu'on nous balance sur les réseaux sociaux, sur des petites pastilles à la télévision ou sur Internet. On est vraiment dans une promotion du Festival de Cannes qui est un emballage, tu vois, où le cinéma est accessoire. Et on est vraiment dans une espèce de logique où, attention, c'est un cinéma, c'est un festival qui non seulement coûte de l'argent, mais qui doit en rapporter. Et cette histoire de buzz dont tu dis, oui, on en est là, on en est là aujourd'hui. Je trouve ça fou. Marie, j'ai la même question pour toi, mais tu peux surenchérir sur ce que je viens de dire si tu as la même impression, si tu veux compléter. Ouais, bah, j'ai un petit événement un peu marquant, enfin qui dont je me rappelle, bien, mais sinon c'est vrai que je suis grave d'accord, sur ce point-là. C'est que moi, par exemple, je le suis beaucoup avec, bah, j'essaye de regarder l'émission 35 quand je peux, mais sinon par Brut, qui est un média, partenaire officiel. Et en fait, je suis vraiment hyper surprise parce qu'on parle presque jamais des films, jamais des projections, mais en fait, Brut, on suit, juste les célébrités qui arrivent, les moments de complicité dans les interviews. Même les influenceurs, bon, je pense que ça peut carrément être un débat à part, la présence, des influenceurs au festival qui, je trouve, cette année est encore plus importante. Enfin, c'est ce dont j'ai l'impression que d'ordinaire. Et c'est vrai que moi, la première, j'aime bien regarder ce côté un peu off, du tapis rouge et voir ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ça perd un peu, en finale, de sa magie et de son aura, en fait, où finalement, on se focalise plus sur les gens qui peuvent être vus là-bas et de ce qu'ils font. On a vu pas mal de stars qui sont arrivées, qui ont marché juste dans les rues. Je crois que c'est Esther Esposito, il y a eu Dua Lipa aussi, qui ont créé une effervescence de dingue, alors qu'en fait, elles sont juste allées à des soirées. Elles sont même pas allées à des projections ou autres. Donc, c'est assez marrant, je trouve. Mais après, un peu dans le même sens, un événement un peu, moi, qui était un peu, on va dire, pour parler plus vulgairement, mais le what the fuck de la semaine, c'était la célébration des 25 ans de la saga Fast and Furious, où je m'attendais pas du tout à voir ça. Et je crois qu'il y a même eu des voitures de course qui ont circulé dans les rues, où ils ont fait des dérapages contrôlés ou ce genre de choses. Et où je dois avouer qu'au début, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est vraiment à Cannes?» Parce que ça m'a vraiment surprise. Après, d'un côté, je trouve que ça permet un mix aussi et ça fait reconnaître un cinéma qui existe et qui plaît beaucoup et qu'on peut pas nier. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce mélange-là, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fast et Furious, mais tu vois, c'est encore une fois, on est sur du marketing, quoi. C'est Timothée Chalamet au sommet de la grosse boule de Las Vegas qui vante les mérites de son film sans en parler du tout, sans dire un mot sur le film. C'est du pur marketing, quoi. C'est la folie. Kiwi, tu veux réagir? Bah, pas forcément sur ça, enfin, je suis d'accord avec vous, mais bah, moi aussi je suis un peu comme Cécile, j'ai pas forcément, trop suivi, la cérémonie parce que, bah, regarder un live où les gens juste, défilent sur un tapis rouge, bon, c'est pas, non plus, j'ai un peu autre chose à faire de ma journée. Hem, mais j'avoue que, pour réagir un peu sur le truc des influenceurs à Cannes, hem, d'un côté, je suis d'accord que, bah, on va pas dire tout le monde n'a pas sa place, mais, enfin, le cinéma, il faut savoir un peu en parler, mais il y a aussi des côtés où, par exemple, l'année dernière, j'avais suivi, toute l'aventure de Maxime Biaggi au Festival de Cannes, qui montrait un côté, très intéressé parce il a toujours montré un vif intérêt pour le cinéma et j'avais un peu découvert, tout un autre côté, du Festival de Cannes que je connaissais pas du tout. Donc ça peut être aussi très, très intéressant. Oui, et on va le voir avec Agathe, qui est à Cannes, et qui va nous apprendre pas mal de choses sur les coulisses, dont moi, un truc qui m'a totalement estomaqué ou laissé pantois.
Agathe, même question. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce festival? Est-ce que tu as eu un moment qui t'a marqué ou est-ce que tu penses que c'est que du marketing? Alors je suis d'accord, oui et non, dans le sens où, c'est vrai que c'est beaucoup de marketing dans le sens c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs parce que vraiment c'est beaucoup aussi les marques, qui sont donc partenaires ou autres, qui font des soirées événementielles. Il y avait la soirée Meta notamment, qui invitait beaucoup d'influenceurs et donc qui ont pu avoir des places pour, pour visionner du coup des films. Après, ils font quand même promotion de leur film, dans la salle. Une fois qu'ils sont dans la salle, ils vont parler du film, de l'histoire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de retrouver Guillaume Canet et Marion Cotillard ensemble. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, elle cherchait vraiment, son regard et à être à côté de lui et il était constamment en train de la fuir, en fait. Il était pas du tout dans enfin, voilà, ça se voyait qu'il était extrêmement gêné. Il avait pas envie. Il y avait également leur fils, qui était présent sur le tapis rouge et une fois, du coup rentré, dans la salle, il lui a fait un peu une espèce de déclaration en lui disant qu'il avait écrit le film pour elle, et qu'il lui avait bien rendu. Donc voilà, il a pas trop voulu s'afficher avec elle. En tout cas, il essayait de carrément sur une photo, il a voulu qu'on reprenne une photo parce qu'ils étaient à côté. Il a de lui-même, il est parti en fait, en mettant quelqu'un au milieu. Donc c'est vraiment pour montrer aussi cette séparation. Ça m'a un peu choqué que ils jouent pas le jeu, en fait. Enfin, je veux dire, bon, voilà, ils se sont séparés et cetera, mais c'est vrai que ça se voit qu'ils se sont séparés. Je veux dire physiquement, enfin, quand on les regarde comme ça, elle essaye de rien transparaître, elle est hyper souriante, elle lui parle et lui, il esquive constamment. Enfin, il y avait vraiment un énorme fossé entre les 2. Et par contre, après, il a été, voilà, il a tenu des propos qui étaient en sa faveur, par rapport au film Karma, justement. Mais, ça m'a marquée parce que je me suis dit: «Ah ouais, enfin, tout le monde va reprendre ça, quoi». Tout le monde va reprendre cette montée des marches, où il était constamment en train de limite de la pousser, enfin de partir en fait dès qu'elle arrivait vers lui, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait. Ça fera une belle séquence pour les réseaux sociaux, une belle séquence TikTok, une belle séquence de promotion pour le film, forcément, oui. Regardez, c'est le film des amoureux séparés et qui ne savent plus trop comment se regarder dans les yeux. Mais quid du cinéma? Je sais pas. Et on accueille Mathieu. Je ne laisse personne répondre à ma conclusion. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bon, merci, merci. J'arrive avec un peu de retard, je m'en excuse, hein. Sur Paris, j'ai cherché les marches, je suis allé au Grand Palais, je suis allé au Petit Palais, j'ai fait toutes les marches. Je suis même allé en Antarctique pour les marches de l'Empereur. Je suis allé aux États-Unis pour les marches Halles. Mais voilà, il fallait aller sur Radioverse. Je me suis totalement planté, je m'en excuse. Écoute, c'est pas très grave. Dis-moi, est-ce que tu as suivi, toi, le Festival de Cannes ces 6 premiers jours? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué particulièrement? Ah ben c'est moi le moment, mais on l'a sûrement déjà tous commenté. Je prends en cours de route, donc si ça se trouve, on en a déjà parlé. À mon avis, non, mais c'est la palme remise par Elijah Wood à Peter Jackson, qui pour moi m'a énormément marqué. Mais ça, c'est parce que je suis un petit geek, et que voilà, ça m'a touché. Tout simplement que enfin ce cinéma-là soit reconnu à Cannes, c'était pour moi énorme. Voilà. Ouais. Et à la différence de Fast and Furious, j'ai pas trouvé ça, j'allais dire, bizarre. Parce qu'autant Fast and Furious, il y a quand même une idéologie derrière qui est très masculiniste, très refermée sur soi, très où là, les grosses voitures, vroom, vroom, vroom. Allez, on va jouer à la bagarre, la bagarre. Autant Le Seigneur des Anneaux, ça fait quand même appel à une certaine poésie, à une certaine. Peter Jackson, quoi qu'on en dise, c'est un bon réalisateur. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça de ceux qui ont réalisé Fast and Furious. Euh, ouais, c'était effectivement, je suis d'accord avec toi. Qui veut réagir sur ça? Bah, moi, c'est juste que je suis pas une grande fan du Seigneur des Anneaux. Je vais peut-être me faire des ennemis par ici, mais je trouvais ça un peu j'ai un peu, vu là, récemment à quel point ça avait pu être méprisé et c'est vrai que je le comprends pas trop parce que je les ai vus. C'est pas forcément ce que j'aime, mais on peut que reconnaître l'impact que ça a eu et ce que ça a provoqué dans le cinéma. Donc je trouve qu'avoir ce type de reconnaissance-là, même tardive, c'est toujours bien à voir. Après, on peut reprocher quand même. Alors, moi, c'est mon grand dada, on va dire, mais il y a un peu trop de ralenti dans le cinéma de Peter Jackson, surtout dans des Seigneurs des Anneaux. Les ralentis, moi, j'ai jamais trouvé ça correct.
On va pas parler de Zack Snyder, s'il vous plaît, ne m'énervez pas tout de suite. Mais au-delà de ça, il y a quand même, ouais, l'avantage, c'est que Peter Jackson aime son sujet. Ça, on peut pas le nier. Mathieu. Oui, non, enfin, pour moi, Peter Jackson, c'était vraiment, c'est le modèle du cinéaste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a commencé dans des vraiment petits films de potes, avec Bad Test et cetera. Moi, j'espère un jour, qu'on fera un derrière la caméra sur le sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire de très intéressant et donc pour moi, c'est un vrai cinéaste avec un vrai univers et moi, je suis ravi, contrairement effectivement aux Fast and Furious qui bon, clairement, c'est pas le même niveau, on va dire ça comme ça. Moi, ça me gêne parce que pour moi, Fast and Furious, c'est du commercial et c'est plus commercial que Le Seigneur des Anneaux et l'impact était pas le même, voilà. Ouais, on disait tout à l'heure que les studios américains avaient préféré d'autres festivals plutôt que celui de Cannes. Là, on sent que ça a été payé, quoi. C'est pas de gaieté de cœur qu'on encense Fast and Furious. Alors peut-être qu'il y a des fans de la saga qui nous écoutent. Eh bien, si vous aimez Fast and Furious, envoyez-nous un message ou appelez-nous au numéro suivant. Je l'ai complètement oublié, on est en live, donc je le dirai un peu plus tard. Je crois Qui que veut c'est un 07. Ça commence par un 07 et il y a un 04 quelque part. Peut-être en Et si vous 91, voulez j'en suis vraiment, pas sûr. si vous voulez vraiment nous appeler, vous pouvez aller voir la page Instagram de Radioverse of Multiverse. Comme ça, vous aurez le numéro dans un des posts. Génial, merci, merci Kiwi. Qui veut rebondir sur ce qui a été dit? Bah écoutez, moi je vous propose, comme on a parlé pas mal des marches de Cannes, du tapis rouge et tout ça, est-ce que vous savez combien il y a de marches à Cannes? Mmh. Entre 0 et 180. Ça, c'est une question pour Agathe. 70, Alors, je c'est les ai montés, mais j'avoue qu'en fait, on est tellement pressé par les vigiles parce que maintenant, il y a des règles qui ont été mises depuis quelque temps. On n'a plus le droit de prendre des photos sur le festival, enfin sur les marches, pardon. On n'a plus le droit de prendre des photos et en plus, on nous éclipse vite pour monter. Donc, je les ai pas comptés. J'ai vraiment pas eu le temps pour le coup. Mais entre 0 et 180, je dirais du coup 110 peut-être. Bah, est-ce que c'était rapide ou est-ce que c'était très lent? Il y avait quand même des marches, il y avait quand même pas mal de marches. Peut-être moins de 100, mais allez, je sais pas, 55, 58. 39. Non, plus. Les 39 marches, je vois la référence. Eh bah Ouais. écoutez, la bonne réponse, et je l'ai trouvée sur le site du Festival de Cannes, il y en a 24, figurez-vous. Ah ouais, seulement? Seulement. Parce qu'elle est marche donc au début, puis après tu montes à gauche, donc je pensais qu'il y en avait beaucoup plus, tu vois? Ah oui, non, moi je te parle du tapis rouge et tout ça, que celle que Ah je vois OK. et tout. J'ai même recompté sur les photos qu'on peut voir Ah sur oui, internet, d'accord, donc OK. Ah, de quand tu rentres, OK, d'accord. D'accord, c'est non, une non, ça arnaque, c'est ça pour les encore. VIP après. Tu vois, on nous ment encore une fois. On nous fait croire qu'ils gravissent l'Everest et en fait, c'est 4 marches qui se courent derrière, quoi. Je pensais pas qu'il y en avait 24. aussi peu, quoi. Ouais, 24. Bah, c'est bon à savoir. C'est très rapide pour les gens lambda, mais les stars s'arrêtent à chaque marche. Ouais. C'est ça. c'est long. Et C'est demain, ça. j'assiste à un film, donc je penserai à toi, je les compterai, tu vois? Je te dirai si c'est faux ou pas, Tu vérifieras. voilà. Mais parfait. Dis-moi, tu assistes à quel film demain, Agathe? Alors demain, donc ça commence à 9h, mais il faut être plus tôt. J'ai Histoire parallèle avec Pierre Ninet, Virginie Elfira, voilà, Vincent Cassel. Et j'ai un autre film, il me semble. Ah non, du coup, je l'avais décalé. Donc non, j'ai que celui-ci le matin. Alors, j'ai sous les yeux en plus toute la programmation de demain, donc c'est super. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut se connecter en fait 3 jours avant, dès 8h. Mais les accréditations presse, ils peuvent se connecter à 7h30. Et en fait, si vous voulez, là, il y a des films qui ont été remis, c'est-à-dire que des gens ont annulé, du coup, ce soir. Donc il y a des films qui sont de nouveau disponibles. Et ce qui est embêtant, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais il y a énormément de sélection de films et il y a beaucoup de films qui sont au même moment. Là, par exemple, à 9h, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films qui sont en même temps. Donc on peut pas évidemment assister à 8 films en même temps. On n'est pas, voilà, des pieuvres ou je ne sais quoi, on peut faire des choix et c'est un peu relou, quoi. Oui, voilà, il y a 8 films en même temps parce qu'il y a je sais pas combien de catégories et de récompenses et de festivals dans le festival, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est fou, c'est ça, moi, que je ne savais pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une accréditation, mais vous n'êtes pas assuré d'aller voir les films.
C'est-à-dire Ouais, qu'on tout à passe fait. par une plateforme, c'est bien ça, Agathe, on passe Ouais, par une c'est plateforme. ça. Et Ouais. Est-ce qu'il y a pas des films qui sont moins qui veulent moins être vus et du coup, tu es assuré d'avoir, une place dans ces films qui ont moins de succès? Alors honnêtement, moi donc je me lève, à 7h30, 8h30, franchement là, c'est exceptionnel. Par exemple, là, pour le vendredi 23, il y a plus de films. C'est-à-dire que tous les films ont été pris, même les films, je veux dire qui sont moins cotés et cetera, tous les films sont choisis, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, peut-être 1 heure avant, des fois c'est 1 heure avant, des places se libèrent parce que des personnes, voilà, on a jusqu'à 1 heure avant, en fait, pour, annuler une place. Si on n'annule pas une place 1 heure avant et qu'on a l'une, je sais pas, 45 minutes ou 30 minutes avant, on est restreint de la billetterie pendant, peut-être 1 journée ou 2 journées. Mais j'ai vu qu'il y avait un marché noir, justement, Ouais, alors je sais pas si tu confirmes, de la revente, des places avec des personnes qui exactement. attendent, au pied des marches avec des pancartes et l'affichage du film auquel ils veulent se rendre pour récupérer des places de personnes qui se sont inscrites et pouvoir, valider, en leur nom, ce qui leur permet, de voir le film et ce qui permet aux autres de ne pas être sanctionnés. Alors du coup, ça, c'est légal, mais c'est-à-dire que c'est gratuit. Parce qu'en fait, le festival de Cannes, c'est gratuit, l'accréditation, elle est gratuite, les films sont gratuits. Donc on n'a pas le droit de vendre une place, mais on a le droit de dire: «Bah merde, je peux pas annuler parce que voilà, c'est moins d'1 heure avant et beaucoup de gens attendent» et moi, j'ai discuté avec des gens qui attendaient, qui m'ont dit: «Mais nous, on a récupéré déjà, 5-6 places, quoi». Donc ça marche vraiment, en fait. Le truc de mettre la pancarte, tout le monde a une place. Enfin, je veux dire, ils arrivent toujours à choper une place et c'est légal. Et ça marche, quoi. C'est légal, ça marche, juste c'est pas payant et des vigiles sont là dans tous les cas, parce que ça se passe devant les marches, enfin, pas loin du palais. Donc beaucoup de vigiles sont là pour vérifier aussi la véracité du truc, ça comment ça se passe et cetera et ouais, je confirme et ils Et sont toi quasi sûrs d'avoir une place. et toi, Je tu as pas essayé de passer par ce biais-là pour aller voir, par exemple, pour le 23, tu penses, mobiliser cette option-là ou pas Heu, forcément? non, du coup, le 23, c'était un choix aussi de ma part. J'ai choisi deux films, enfin un film pour l'instant, mais je pense que je il y en a d'autres qui vont se libérer. Parce que j'ai d'autres événements avant et après. Mais imaginons, si j'avais pas pu avoir, je sais pas, le film Pla bon après le film de Pla il est quand même pas mal, coté donc je sais pas, mais si je voulais vraiment aller voir un film et qu'il y avait plus, je pense que, par exemple, demain, j'aurais pu trouver une place, quoi. Mmh. Et je rebondis, hein, tu dis que tu as d'autres événements. Tu vas aussi nous faire découvrir toutes les coulisses du Festival de Cannes tout au long de ces 3-4 jours. Et notamment tout à l'heure, on aurait une interview de Béatrice Gagnère, qui est directrice clientèle au Majestic, et qui va nous parler de choses ahurissantes, mais ce sera un peu plus tard. Marie, Je me demandais juste si, ces problèmes de plage, je soupçonnais pas du tout que c'était, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a pas quand même une liste un peu de VIP où je me dis, il y a quand même peut-être des très grands journalistes où eux, ils sont Ouais. assurés, d'y aller? Est-ce qu'il y a pas quand même des places qui sont vraiment réservées où là, elles seront jamais disponibles pour personne et les personnes importantes pour certains médias ou autres sont sûres d'y aller? Oui, dans le sens où la billetterie pour les personnes comme moi, Zerlambda, elle ouvre à 8h. Pour les journalistes, nationales, elle ouvre à 7h30 et pour les VIP, je pense qu'ils ont des enfin, ils ont accès au site la veille, en fait. Je pense qu'ils ont accès au site avant nous, ce qui leur permet de prendre le temps parce qu'en fait, même moi, quand je me lève à 8h moins 1 et que je me connecte, j'ai pas le temps de voir quel film je prends, en fait, tellement, au bout d'une minute, il y a enfin, Ouais. voilà, tu rafraîchis la page, il y a plus rien. Donc, en fait, tu pioches comme ça, c'est un petit peu au bonheur la chance et je pense qu'ils ont du coup le temps, eux, peut-être un jour avant, enfin, je sais pas vraiment, mais je pense qu'ils ont vraiment le temps de se poser, de savoir, du coup, quel film, ils vont choisir et de calculer parce qu'en fait, pareil, quand il y a un film qui commence à 9h, moi, il faut que je regarde à quelle heure il se termine pour pouvoir avoir le temps de voir si je peux voir l'autre. Donc c'est vraiment des calculs aussi à faire parce que l'autre jour, j'avais pris 2 films en même temps, bah, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas mal d'organisation, mais parce qu'il y a vraiment il y a des films, par exemple, je voulais aller voir aussi Garance, le film avec Adèle Exarchopoulos qui est au même moment que Histoires parallèles. Donc j'ai dû faire un choix, cornélien pour le coup, mais voilà. on ne se rend pas compte à quel point c'est une foire d'empoigne, en fait, C'est tout stressant. ce, Ouais. tout ce système. C'est qu'il y a une vraie Mmh. concurrence entre les journalistes, Ah ouais. une vraie aristocratie aussi du journaliste, entre guillemets. Et ouais, on ne se rend pas compte à quel point les questions de pouvoir et les relations de pouvoir imprègnent aussi la culture et un festival qui est censé être à la gloire du cinéma, quoi.
Kiwi, fais-nous jouer. Bah écoute, j'étais exactement en train de lire les questions et j'en ai une petite, qui parle de l'histoire du festival. En même temps, elle le parle un peu toutes. Pourquoi, selon vous, la première édition du festival a été annulée? Qui devait se Ah, dérouler originellement en 1939. Je vous laisse deviner. Bon, j'ai une théorie. mais- Elle est vas-y, plutôt facile, je vous l'accorde. vas-y Mathieu. Non, j'avais une grosse bêtise à dire. Vas-y, on aime les bêtises. C'est pour ça que je donne d'abord la parole avant de revenir vers Agathe qui a la bonne réponse. Ah non, peut-être pas en plus. Parce que... Non, elle a été annulée parce qu'on a perdu la guerre. Bah, Parce qu'on savait qu'on l'aurait pas cette année. Donc, Merci, ça va être un film allemand. merci. Mais tu sais, Tanguy C'est Perron Werner nous apprend Herzog. ça. Hein. Tanguy Perron nous apprend ça et nous explique que le Festival de Cannes a été créé en réaction au Festival de Venise qui était tenu par les fascistes. Et donc, ils voulaient faire un Festival de Cannes bien gauchiste de résistance envers la montée du nazisme dans les autres pays européens. Je ne saurais que vous conseiller la lecture de Tapis Rouge et Lutte des classes, qui est vraiment un must-have, si je peux me permettre cette expression, dans votre bibliothèque. Agathe, c'est quoi ta théorie? Alors, c'est pareil, c'est une bêtise, parce que du coup, je pense que c'est à cause de la guerre. Mais il faut savoir que tous les ans, quand il y a le festival de Cannes, il pleut des cordes. Il pleut sans arrêt. Il pleut tout le temps. Et cette année, non. Voilà, donc peut-être que mais en fait, je pense que c'est à cause de la guerre. Mais vraiment, à chaque fois qu'il y a le festival de Cannes, tout le monde se dit il va pleuvoir et tout le monde prévoit des parapluies avant. C'est un mythe hein, qui est depuis très longtemps, mais voilà. En Bah, fait, première- Pardon, Mathieu. en fait, cette première édition a été annulée parce que justement, il faisait beau. Ah voilà, ça devait être ça. Mais c'est beau cette année, donc... Ils n'avaient pas prévu. Kiwi, je te propose de ne pas donner la réponse. Et si vous la voulez, vous n'aurez qu'à lire Lutte des classes, Tapis Rouge et Lutte des classes de Tanguy Perron. Bon, non, d'accord, ok. Kiwi, dis-nous la réponse. bah, avec un petit esprit critique, bon, en 1939, il y avait un peu autre chose à faire qu'un festival, sur le cinéma. Il y avait évidemment la guerre, qui a empêché, ce festival. Et donc la première édition s'est déroulée, comme vous l'avez bien suivi, en 46. 46. tout à fait. Bravo, vous suivez très bien. Dis-moi, Mathieu, est-ce que tu as un pronostic de Palme d'Or pour cette édition ou pas? Tout. Alors honnêtement, j'ai vu le Almodovar. Je lui aurais donné. Mais je sais même pas s'il est en compétition. Il est en compétition, oui, oui. Compétition, Il mais est, pas- donc, ouais. oui. Donc pour moi, c'est le Almodovar, mais j'en ai, ouais. Parmi ce que j'ai vu, ça me botterait bien qu'il l'ait cette année. Alors, ça s'appelle Voilà. Autofiction en Autofiction. VF. Je t'ai coupé, pardon, vas-y. Non, c'était juste autofiction aussi. J'avais tiré les mêmes informations que toi, mais en doublant, ça faisait une chambre d'écho, c'était génial. Ah, ben, c'est super. Reprenons 3, 2, 1. Autofiction. Donc de Almodovar. Moi, qui me fait envie, c'est très introspectif, hein, j'ai l'impression. Ça se parle d'un réalisateur en proie à la page blanche, un scénariste. Cécile l'a vu aussi. Je vais lui donner la parole. Cécile, qu'as-tu pensé du film, toi? Eh bien, j'en attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé la bande-annonce et notamment tout le jeu sur les couleurs. Et puis, je trouvais que le sujet autour de l'entremêlement entre fiction et création, fiction et réalité faisait écho à un autre film qui est en compétition, Histoire parallèle. Donc j'avais hâte de le voir et contrairement à Mathieu, je ne mettrai pas la Palme d'Or. J'ai été beaucoup plus conquise par d'autres de ses films que par celui-ci. Je trouvais que finalement ça tournait un petit peu, pas à vide, mais en tout cas que ça manquait, peut-être ça ne pétillait pas autant que je l'imaginais, à part, une scène, de striptease, qui à mon avis deviendra, d'anthologie. Une scène absolument culte dans la façon dont elle est, tournée et où on voit vraiment tout l'esprit d'Almodovar, très cuir et imprégné de cet état d'esprit justement de la movida espagnole. Mais sur le reste, je me suis un peu ennuyée. Alors, pour moi, j'estime que c'est le meilleur Almodovar depuis El Chilque Habito. Voilà. Mais qu'est-ce que tu aimes dans le film, du coup?
Bah non, justement, mais c'est ce traitement des couleurs, on sent une patte, un travail de recherche à la fois sur les cadrages et sur les couleurs. La séquence de striptease, là, je suis entièrement d'accord. Pour moi, elle est géniale. Elle méritait, complètement qu'on la travaille en école de cinéma parce que pour moi, elle est vraiment bien filmée. Une grande partie du film tient aussi à ça, hein, sur cette scène. Elle est très importante dans la dramaturgie. Mais clairement. Après moi, ça m'a fait penser à un autre film qui est beaucoup plus vieux qui s'appelle Adaptation. Je ne sais pas si vous l'avez vu? Non, ça me dit De rien du tout. de Kaufman, Non. de Charlie voilà, donc qui est à peu près sur la même histoire, un peu plus tordu, mais moins beau que le Almodovar. Voilà. Ok, Là, je alors, ne sais pas comment enchaîner. non, mais je vais enchaîner. Je précise, c'est amusant vos deux avis un peu contraires. Et j'aimerais préciser pour ceux qui n'écoutent pas l'Instant Culte tous les dimanches à 18h sur Radio Verse et disponible en replay sur la nuit du dimanche et sur toutes les plateformes de streaming audio, que Mathieu est cinéaste. Mathieu a fait une école du cinéma et c'est amusant parce qu'il parle du film Almodovar du point de vue de la technique, sur le traitement des Oui. couleurs et du cadrage. Alors que Cécile nous a parlé du film sur ce que elle attendait, sur ce que le film racontait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et je trouve ça très très beau. Après, sur le traitement des couleurs, j'ai été très sensible aussi. En fait, c'est de manière générale, dans les Almodovar, il y a toujours une réflexion sur la couleur et là, c'est vraiment, particulièrement marqué. Mais c'est vrai que sur la technique du cadrage, je pense que j'ai pas le recul que Mathieu a. On ne peut pas le prendre en défaut. Après, si vous écoutez Radio Verse, et bien sûr, vous écoutez tous Radio Verse, hein, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Je ne peux que vous conseiller l'émission Info qui va passer samedi vers 19h, il me semble. Je me tourne vers Chris et je ne Ça, sais c'est de pas si. l'autopromo. À 21h. À 21h, oui, c'est de l'autopromo, où je reviendrai sur Cannes. Parfait. À ma façon, Cannes et Eurovision. Chris l'a pas encore écouté, il commence à Ah. avoir peur. Non, je l'ai pas encore écouté, je fais le montage demain. Et l'émission s'appelle L'Hebdo de la nuit. C'est une toute nouvelle émission où un chroniqueur de Radio Verse s'empare de l'actualité de la semaine et nous la livre à sa façon. Donc la première émission, c'était samedi dernier. Elle a très bien marché. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Et la prochaine, c'est samedi à 21h. Où vous l'avez compris, c'est Mathieu qui prend les commandes de l'Hebdo de la nuit. Donc écoutez ça sans hésiter. Dites-moi, j'ai une question, mais on va d'abord donner la parole à Kiwi. Encore? Bon, d'accord. Alors, on a dit que la première émission du festival aurait dû se dérouler en 1939, juste avant la guerre. Est-ce que vous auriez une idée de par qui elle aurait dû être présidée, Gérard cette Philippe? édition? Du tout, je ne sais pas qui c'est. Ah merde, Ah, je sais pas oh. Jean Marais? Mais ce n'est pas lui. Non, c'est quelqu'un vraiment qui, je pense, sans qui le cinéma n'existerait pas. Un des frères Lumière? Exactement. Ah. Mais alors lequel? Louis. Et c'est tout à fait, c'est Louis Lumière qui devait présider ce premier festival. J'ai découvert ça et j'étais un peu sous le choc de me dire que ça aurait pu exister. Voilà. Effect- Je ne sais pas quel est votre avis sur cette information. Mais on connaît mieux Louis que son frère. Ah, je n'ai pas le nom de son frère, donc. Eh bien justement, moi non plus. Je ne connais pas le prénom de son frère. C'est pour ça. C'est pas Aziz? Nordine. Lumière? Ouais. Nordine, le plus beau prénom de la Terre. J'embrasse tous les Nordines. Mon fils, je l'appellerai Nordine. Ça n'a aucun rapport. On se ressent sur le cinéma. Agathe, sauve-nous. À toi. Moi, du coup, on parlait donc des palmes, etc., de films qui méritaient la récompense, la Palme d'Or. Moi, je vais rester sur mon film que je vais voir du coup demain, Histoire parallèle d'Asghar Farhadi, parce qu'il regroupe un peu tous les acteurs, je trouve un peu emblématiques. Catherine Deneuve, Vincent Cassel, Pierre Ninet, Virginie Elfira. Enfin voilà, c'est des acteurs que j'apprécie beaucoup et de les regrouper, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner demain, quoi. Alors, je vais rien dire du tout, hein, mais on va en parler beaucoup dès que tu l'auras vu. Alors, Virginie Elfira, je l'ai déjà dit dans Et alors, dès que je peux, je l'adore. Ça, c'est une actrice. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon, je pourrais pas m'arrêter. Mais on reparlera du film. Mais sur ce thème-là,
Moi, j'ai un film, que j'adore, on parlait de François Ozon tout à l'heure, qui est Swimming Pool, qui mêle réalité, fiction, et qui est excellent sur l'idée de création d'une œuvre. Et c'est vraiment pour moi un film culte. Tiens, d'ailleurs, on le mettra dans l'instant culte. Cécile. Bah, justement, j'ai pensé à Swimming Pool à la fois en voyant Histoire parallèle et en voyant, Autofiction. Et je trouve que dans les 2 cas, Swimming Pool reste un cran au-dessus. Après je suis pas forcément objective parce que François Ozon, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Mais, je trouvais que dans la façon de traiter du mélange entre réalité et fiction, il avait une façon de le traiter qui était, qui est, assez inégalée. Bon, effectivement, ouais. Swimming Pool, pour moi, ça n'a pas encore été dépassé. Si vous n'avez pas vu le film, mais vraiment, regardez-le, les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on rigole. Qui a vu les Swimming Pools, tiens, à part Cécile? Personne d'autre? Alors, mettez-le sur votre liste, s'il vous plaît. Et bienvenue au club des fans de François Ozon. On le mettra aussi donc derrière la caméra, tiens. D'ailleurs, il y a bientôt, la semaine prochaine passe derrière la caméra de Quentin Dupieux avec Léonie. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Il a présenté 2 films là, Quentin Dupieux au Festival de Cannes. Mathieu. Alors, est-ce qu'on parle, parce que moi je n'ai vu que la bande-annonce, mais est-ce qu'on parle du Vertige? Ouais, mais vas-y, on peut parler de Vertige. Il Fonce. faut en parler. Alors, Ah oui. vas-y. Non, parce que je n'ai pas participé à l'émission derrière la caméra sur Quentin Dupieux. J'aurais bien aimé le pourrir, voilà, parce que c'est assez, soyons clairs. T'inquiète Ça, pas, Chris l'a très bien fait à ta place. Oui, Voilà. ne t'inquiète pas. C'est un cinéaste que je n'aime pas, mais là, clairement, je pense qu'on a atteint le summum. Rien qu'en la bande-annonce, ça m'a déjà gonflé. Quentin Dupieux, ce réalisateur de courts-métrages qui fait des courts-métrages trop longs, qui fait des courts-métrages d'1 heure, d'une heure 10, pour que ça passe en salle. Et là, je viens de voir la bande-annonce du Vertige qui est, comment dire, c'est voulu incroyablement moche. Et si tout le film est comme ça, je pense que je vais vomir. Ouais, non, il n'y a pas de mots pour Quentin Dupieux. C'est vraiment une esbrouffe, quoi. On est vraiment sur de l'arnaque, l'arnaque bobo cinématographique, faussement arty, faussement intelligentsia supérieure, et c'est De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Merci de piquer des répliques. Ce qui se passe, c'est que non, Quentin Dupieux, c'est effectivement des idées de court-métrage qui pourraient être géniales en court-métrage, mais qu'il étire au maximum pour en faire des longs. Et là, avec le Vertige, selon la bande-annonce que j'ai vue, en fait, là, maintenant, il se soucie même plus de technique. Il se soucie de plus de rien. Il en a plus rien à foutre. Les acteurs jouent. En fait, ils parlent devant un micro. En fait, c'est comme si nous, on était en train de doubler un film avec les moyens actuels. Voilà. C'est ni fait ni à faire. Donc, il y a toujours Alain Chabat. Donc, Alain Chabat est toujours génial. Donc, on trouvera toujours quelque chose à sauver chez Alain Chabat. Mais clairement, non, c'est moche. C'est moche. Même les Sims, première édition, étaient beaucoup plus jolies que les images que j'ai vues. non, c'est effrayant. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut venir à la rescousse de Quentin Dupieux? Alors, il me semble que dans le superbe épisode de Derrière la caméra sur Quentin Dupieux, j'avais fait une théorie excellente sur ce film, justement, en comparant avec Azur et Asmar, en disant que Azur et Asmar, en voyant les designs, c'est pas non plus hyper joli, mais on accroche énormément au film. Et je sais plus la théorie que j'avais fait, mais alors du coup, ça vous donne une très bonne excuse pour aller écouter le Derrière la caméra, qui paraît évidemment la semaine prochaine. Je te laisse, Chris, rappeler la date et l'horaire. C'est mercredi prochain à 20h sur radioverse.fr et disponible à 21h sur toutes les plateformes de streaming audio et notamment sur la nuit du dimanche.fr. Et je vais te répondre ce que j'ai dit. Azur et Asmar, il y a une vraie poésie de l'histoire, un vrai travail sur les voix, sur les acteurs, sur l'histoire. Ça fait appel aux émotions. Là, ce qu'on a vu, la bande-annonce de Vertige, ça fait appel à rien du tout. Alors bon... Mais encore une fois, écoutez l'émission la semaine prochaine sur Quentin Dupieux et vous verrez tout le mal que j'en dis. J'ai déjà oublié ma théorie, donc...
Et vous verrez la théorie de Kiwi, vous pourrez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Quentin Dupieux ou on passe à la suite? Moi, j'avoue que je défendrais pas forcément, mais pour le coup, ça m'intrigue énormément. Donc, je sais que j'irai le voir, juste parce que j'ai vraiment envie de voir ça. Je sais même pas comment le qualifier. J'ai cru que c'était une blague, honnêtement, quand j'ai vu les images au début, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai juste peur d'avoir un peu mal à la tête pendant toute la séance, parce qu'effectivement, c'est assez dur à regarder, je trouve. Rien que la bande-annonce, ça fait un peu mal. Mais je trouve que rien que pour le coup de faire parler comme ça et de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, au moins ça a le mérite de provoquer quelque chose, quoi. Mais c'est ça le drame. C'est-à-dire que, comme quand je vais voir un Zack Snyder, j'irai voir un Quentin Dupieux pour pouvoir en parler dans Et alors, tiens. Euh, vous verrez, on en parlera bientôt dans Et alors, et peut-être pas en bien, hein, vous attendez pas à un miracle. Dites-moi, est-ce que ça vous branche qu'on continue à parler cinéma? Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis drôle. Oh non, quelle horreur. Mais en parlant cette fois-ci un peu plus actualité sur la chronique anti-Bolloré qui a été signée il y a quelques jours j'allais dire, tout un pan de l'industrie du cinéma. Qui peut nous résumer l'affaire? Bah, si tu veux, j'ai tout à fait la tribune sous les yeux. Je peux peut-être vous en faire un brin de lecture si l'envie vous en dit. Alors, fais-nous un brin de lecture, mais très rapide, hein, pas un résumé. Hein. Ne pars pas dans une lecture de 5000 mots. Bah écoute, j'ai une phrase qui m'a l'air plutôt pas mal. Nous dépendons aujourd'hui à des degrés divers pour nos projets autant que nos salaires de l'argent de Bolloré, mais nous voulons sortir ensemble du silence imposé insidieusement à notre secteur. Est-ce que c'est pas un bon résumé de tout ça? C'est un excellent résumé. Et la réponse de Maxime Saada, si je me souviens bien de son nom, a été tous ceux qui ont signé, on arrête de travailler avec eux. Silence. Silence, silence. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou est-ce que je me lance? Bah, c'est une réaction d'enfant pourri gâté. Ça mérite pas plus. Ouais, c'est faux. Puisque tu veux pas jouer avec mes jouets, rentre chez ta mère, ça veut dire. Voilà. Ouais, c'est quand même la folie, surtout que le fond, on peut quand même s'inquiéter, quoi. Quand on voit Bolloré qui rachète le journal du dimanche et ce qu'il a fait du journal du dimanche, où vous n'avez pas une page qui pue l'islamophobie et le racisme, qui fait appel à des chroniqueurs, et je mets des guillemets, vous ne le voyez pas parce que nous sommes à la radio, comme de Villiers ou Pascal Praud, on ne peut pas se dire que le pluralisme comme quoi le pluralisme est respecté, quoi. Donc ça me semble logique de s'inquiéter dans l'industrie du cinéma, surtout que on a des témoignages. Hein. On peut rappeler Christophe Honoré lorsqu'il a tenté de faire financer un film par le studio Canal+, de Bolloré qui était à ce moment-là dans la salle, a dit non, nous on financera pas de film avec des PD, ce qui est quand même fou. Camille, je crois que mon Oui. micro a saturé, c'est ça? Ah non, non, c'était moi, il y avait des motos dans mon quartier. Ah d'accord, ok, j'ai cru Autant pour moi, que j'essaie de prévenir le micro du bruit qui allait arriver. ça marche. Mais je peux tout à fait reprendre le sujet si ça ne te pose pas de problème. Eh bien, vas-y, fonce. Après, on Euh, demandera à Agathe, qui est sur Cannes, si ça fait vraiment du bruit, cette affaire, ou si c'est juste un bruit médiatique pour l'extérieur. Ouh là, je pense que oui, ça fait du bruit. Euh, Alors, on va voir les infos de Cannes direct, mais d'abord, Kiwi, dis-nous. Bah, il se trouve que j'ai participé il y a quelques semaines, peut-être un mois, à un atelier organisé par une association qui s'appelle Résonance, des ateliers sur la liberté d'expression, notamment dans les médias, parce que c'est quand même un énorme sujet. Et donc, si ça vous intéresse, on a créé donc un court métrage autour de ce sujet qui s'appelle Sujet sensible sur YouTube. Vous pouvez voir ça avec l'association Résonance avec un Z. Et donc, c'est vraiment un sujet qu'on a abordé en amont avec la participation d'Amnesty International et une journaliste de Mediapart pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que la liberté d'expression et quelle place elle a aujourd'hui dans nos médias. Et ça résonne très fortement avec ce qui se passe avec l'empire Bolloré, comme j'aime à l'appeler,
qui détient beaucoup trop de médias en France, notamment Mortal Adèle, et je trouve ça très étrange. Ouais, sur ça, alors on mettra déjà le lien sur notre. Alors je vais me reprendre. Nous mettrons le lien sur la description de l'épisode et sur la nuit du dimanche.fr. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'emprise Bolloré. Je vous invite à lire l'enquête du journal Les Jours, qui est un journal sur Internet fondé par deux ex de Libération. Qui est très 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 bien fait. C'est une enquête au long cours, hein, il continue à enquêter dessus. C'est le principe même des jours. Avant de laisser la parole à Agathe, est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, moi je voulais souligner aussi que la polémique, autour de Canal+ et de Bolloré, elle s'inscrit aussi dans le rachat progressif, des salles UGC par Bolloré, qui ont racheté, pour l'instant, 38 des salles et qui comptent, acheter la totalité d'ici 2028 et donc cette, tribune, elle s'inscrivait aussi, dans la crainte, que le milliardaire détienne, toute la chaîne, finalement, du cinéma, du financement jusqu'à la distribution. Oui, comme il est en train de faire pour la presse, quoi. Télé, radio et journaux papier, c'est très. Oui, c'est inquiétant. Agathe, toi, tu es à Cannes. Est-ce que tu peux nous dire si ça a fait du bruit, cette histoire-là? Alors, effectivement, quand il y a un film qui passe et qu'au début on voit le logo Canal+, ça hue, ça insulte, ça crie, même voire ça quitte la salle. Voilà. Mais il y a les gens huent, clairement, ils huent, ça insulte Bolloré, tout son arbre généalogique qui passe finalement donc Mais ça ouais. doit faire beaucoup de films, du coup? Oui, bah, c'était pas tous les films, mais effectivement, moi, en tout cas, les retours que j'ai eus et il y a eu même des amis qui vont au festival de Cannes, dont qui partagent sur leur story Snapchat, elles filment et en fait, tu entends vraiment des gens qui il y a même quelqu'un qui a jeté ses affaires, quoi. Enfin, les gens, ils ouais, ouais, ça fait beaucoup de bruit, ça a été filmé, hein, que je crois que ça a même été filmé même sur LinkedIn, je crois que j'avais vu quelque chose comme ça aussi. Où les gens ils crient: «Ah ouh, Bolloré» et cetera et les gens, mais les spectateurs, hein, enfin, il y en a qui partent, la séance et cetera. Mais Mm. oui, c'est bien présent, on le voit bien. Ouais, le problème, c'est comment croire lorsqu'il nous dit qu'il n'intervient pas dans la direction artistique des films et autres quand on n'a que des exemples du contraire. Je ne reprends pas l'exemple du journal du dimanche, de CNews. Alors là, si vous n'êtes pas convaincu avec CNews, vous serez convaincu avec rien. Et encore une fois, de comment ça se passe, comme l'anecdote que j'ai racontée sur Christophe Honoré, anecdote qu'il a racontée il y a quelques années, hein. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Et là, on donne encore plus de pouvoir. Donc oui, c'est inquiétant. Pour se défendre, entre guillemets, hein, des signataires de la tribune ont précisé qu'ils n'attaquaient pas les équipes de Canal+, mais vraiment Bolloré, quoi. Pas les équipes de Canal+, qui font leur travail correctement. Agathe. Oui, 2 choses. La première, du coup, j'avais également assisté à une conférence, où il y avait donc je sais plus comment elle s'appelle, la réalisatrice de Garance, le film avec Adèle Exarchopoulos, qui elle, a fait un film donc, enfin le film, Garance et il me semble que ça a été, enfin l'argent vient également de Canal+, enfin ça a été, coécrit avec Canal+ et cetera et donc elle avait une question, justement d'un journaliste qui lui disait: «Vous avez pas signé la tribune» et cetera et elle expliquait en fait qu'à juste titre que, bah, c'est clairement lui qui l'aide à faire ses films, qui la finance et elle va pas du coup, «cracher» entre guillemets dans l'eau qu'elle boit et là-dessus, je trouve qu'elle a pas tort. Elle peut pas signer une pétition alors qu'elle-même, elle prend l'argent pour le film, tu vois, de Canal donc je sais pas. Oui, et d'ailleurs, depuis quelques jours, c'est ce que les signataires disent, hein. Ils n'intègrent pas tous les salariés de Canal+ dans cette alerte. Marie. Bah, enfin, moi, ça me fait un peu, alerter là-dessus aussi, c'est que là où certains défenseurs vont dire que,
ça finance beaucoup de cinéma et pas forcément que des films d'extrême droite, tout. Heureusement, on n'en est pas à ce point-là. Mais en fait, je pense que c'est justement le fait de grossir à ce point-là avec tous les médias qui peuvent racheter, les maisons d'édition, mettre une main basse comme ça sur le cinéma. En fait, c'est le fait de grossir, qui peut-être au début, effectivement, là, il n'y a pas un financement exclusivement d'extrême droite, on ne peut pas forcément le voir directement, sauf si vraiment on s'y intéresse et qu'on creuse le sujet. Mais par contre, le risque, c'est qu'au fur et à mesure que personne ne dise rien, là, ça prenne des proportions qui puissent être totalement disproportionnées et surtout inarrêtables pour la suite. Donc je pense que si même des réalisateurs ou quoi qu'on en bénéficié, on est aussi un pays de liberté d'expression et donc de pouvoir affirmer et dire attention, ok, on en profite, mais attention aux dérives qu'il y a, je pense que c'est tout aussi important aussi. Oui, d'autant plus, et ça suit ce qu'a dit, ça assoit ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. C'est vraiment une réaction d'enfant gâté, quoi. Sur la mainmise des médias, je vous recommande aussi la carte quel média appartient à qui sur le site Média Critique. Cécile. Oui, je voulais avoir 2 réactions. Déjà, concernant ce que disait Agathe, sur le fait de distinguer, en fait, les équipes de Canal et Bolloré lui-même. C'est vrai qu'il y a eu quelques polémiques par rapport à Canal, mais beaucoup de cinéastes ont aussi dit que jusqu'à présent, Canal, soutenait assez largement, la pluralité, de l'expression, du cinéma. Avec quelques exceptions comme on l'a dit, notamment, le film de François Ozon, qui se passe sur la pédocriminalité dans l'église. Mais le contexte, c'est aussi, celui d'une atteinte un petit peu généralisée qui commence à être portée à l'encontre du cinéma et de l'audiovisuel par l'extrême droite. Donc notamment, atteinte portée, vis-à-vis du, Centre national du cinéma et de l'audiovisuel public. Oui, tout à fait. Vendre l'audiovisuel public trop à gauche et surtout arrêter le CNC qui permet de financer pas mal de films. L'exception française, hein, si on a un cinéma fort, c'est aussi grâce au CNC. Et on peut le voir dans d'autres pays où le CNC n'existe pas. Kiwi? Oui, non, je voulais rebondir en donnant plus d'informations si jamais vous vous disiez, mais en fait, vous vous demandez, mais qui est Bolloré et pourquoi est-ce que c'est si dangereux, qu'ils détiennent en fait, beaucoup de choses et pourquoi, le fait qu'ils s'emparent de tous les UGC ce soit dangereux? Je vous invite à voir le film, Media Crash qui parle, de tout justement tous ces milliardaires, enfin tous non, il y en a pas énormément justement, qui veulent, s'emparer de beaucoup de choses. Et qui, notamment Bolloré, vient à la base de l'industrie pétrolière, me semble-t-il, et qui veut racheter justement, des cinémas, ce qui n'a absolument pas de sens. C'est pas du tout le même domaine de métier, je trouve. Voilà, si jamais, ça vous dit, si vous voulez plus d'informations, le documentaire, Media Crash qui est très, très chouette. Parfait, bon, on Marie, il mettra. me semble que tu veux rebondir. Oui, j'avais aussi une autre, recommandation. Alors là, il y a pas que Bolloré, mais c'est un livre qui est assez court et je pense qu'il résume bien le sujet. «Sauver l'information de l'emprise des milliardaires» par, Olivier Legrain et Vincent Hédin. Et en fait, Olivier Legrain est un millionnaire, non milliardaire, et il le précise bien, il explique bien la différence dans le livre, plutôt de gauche. Et donc lui, il prône justement, cette liberté-là des médias. Il veut créer notamment une maison de liberté pour des médias indépendants et cetera, et leur fournir les moyens nécessaires pour faire leur travail. Et du coup, il résume assez bien, la dangerosité de du partage des médias par des milliardaires d'extrême droite et à quel point c'est onéreux. Eux-mêmes perdent de l'argent en investissant là-dedans et donc ça peut être aussi une autre source d'information pour, élargir plus. Parfait. Mathieu? Alors moi, c'était juste pour rebondir sur le fait qu'il était effectivement dans l'industrie pétrolière, un peu comme Bouygues était dans le BTP, hein, on s'en souvient. TF1, le groupe TF1, c'est Bouygues. En fait, c'est pas si illogique que ça, parce que les médias sont des tuyaux. Et qu'importe ce que tu mets dans le tuyau, si tu mets de l'info ou du pétrole, c'est pareil, tu vends quelque chose. Heu, donc moi, ça me choque pas plus que ça et la plupart des milliardaires cherchent à faire de l'argent. Quel est le moyen le plus sûr de faire de l'argent? C'est s'étendre. C'est pour ça, à mon avis, la plupart, ils ont pas forcément commencé comme une visée politique. C'est vraiment une visée,
se faire du pognon, se faire du balai brousouf. L'arrivée politique, c'est arrivé bien après et c'est en train de dès qu'un milliardaire commence à acheter des trucs à perte, ce qui est en train de se faire avec Bolloré, parce qu'il y a une partie de ce qu'il achète, c'est à perte. Il va perdre de l'argent. On sait donc ça, c'est pour des visées. C'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Là où Bouygues, le temps de cerveau disponible, ça a fait rire tout le monde. Tout le monde a hué au moment où, je ne sais plus comment il s'appelait, il avait dit ça. Patrick Lelay. Patrick Lelay. Après, c'était, oui, TF1, c'était du temps de service du bis, ça vend de la pub. De toute façon, rien n'est gratuit. Soit tu payes par la pub. Après, je ne sais pas si ça parle aux jeunes actuellement, parce que qui regarde la télé? Surtout qui regarde la pub. Surtout qui regarde la pub. Mais voilà, donc moi, ça ne me choque pas plus que ça. Après, le problème de Bolloré, c'est que c'est hyper dangereux. C'est que enfin, c'est hyper dangereux. Comment dire? L'empire Bolloré est tellement énorme qu'il y a des projets qui sont très bien, qui arrivent à passer. On parle de Mortadelle, par exemple, c'est Kiwi qui en a parlé, qui est une série qui est géniale et on ne comprend pas pourquoi c'est Bolloré. On ne comprend pas. Mais en fait, ça fait de l'argent, donc il n'y a aucune raison qu'il mette son nez dedans. Là où Bolloré va regarder, c'est sur les nouveaux projets, sur tout ce qui va passer et sur ce qu'il a la vision. Canal+, c'est énorme dans ce qu'il donne au cinéma français. On pense bien que Bolloré va pas regarder projet par projet ce qui convient dans ses idées. Il va juste, donc il y aura forcément des choses qui vont passer, qui vont être très intéressantes. Pas les gros projets. Les gros projets, ça va être de la merde. De la merde, de la merde, de la merde. Mais c'est pour ça que moi, je suis un peu plus circonspect. Puis de toute manière, c'est un truc d'enfant gâté, ça va passer. Et à mon avis, le contrôle, le monopole, ça va pas tenir très longtemps. Donc c'est pour ça, je pense que, et puis de toute manière, UGC va se casser la gueule. Si jamais Bolloré rachète UGC, je mets mon billet que ça va se casser la gueule dans les 5 ans à venir. Parce qu'il y aura un boycott ou ce sera autre chose? Parce qu'il y aura un boycott, parce que d'une part, il y aura un boycott, ça c'est vrai. Il y aura un vrai boycott. Et d'autre part, j'imagine très mal qu'une sélection uniquement de films par l'extrême droite, comment ça peut marcher sur la durée. Ça peut marcher les premiers temps, mais ça ne marchera pas sur la durée. Donc de toute manière, pour moi, ça sert à rien de huer. Déjà, moi, le principe de huer un film quand il commence, alors que les équipes techniques, ils n'ont rien à voir là-dedans. Moi, c'est avoir une morale, c'est avoir une morale Instagram, parce que la plupart de ce film en train de huer, parce que ça fait des belles images, c'est génial, mais c'est pas, c'est de la morale facile Instagrammable. C'est exactement pareil que l'Eurovision. D'ailleurs, je ne vais pas refaire de la pub pour l'émission de samedi, mais c'est exactement pareil que quand on hue Israël pour l'Eurovision. C'est Instagrammable, c'est facile, mais c'est pas intelligent. Ça n'a jamais été intelligent de huer un travail, le travail de quelqu'un. Le démonter, c'est intelligent. Le huer, ça l'est pas. Très, très, très bonne remarque. Et pour huer, pour conclure, oui, huer au début, ça n'a pas de sens. Attendez le générique de fin des histoires parallèles pour huer. C'est beaucoup plus, beaucoup plus à propos. C'était pour rire. Quoique, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ça? Bah, la solution, ça reste encore la campagne, hein. Il n'y a pas d'UGC, il n'y a pas de milliardaire, ni quoi que ce soit. Eh bien, tous en Ardèche, en avant. Non, 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 parce que c'est l'été, là, il y a les touristes qui arrivent. Tiens, fait ça une transition ressemble. pour aller écouter le nouvel épisode de Toi-même tu sais, où on parle de tourisme. Qui est diffusé, je sais plus quand. Ok, très bien. Eh ben, je vous propose de poursuivre. On va revenir à Agathe et à ses interviews qu'elle a effectuées pour cette première émission. Interviews qui, moi, m'ont intéressé parce que j'adore les coulisses, en fait. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais j'adore les coulisses. Et elle a pu avoir une interview avec Béatrice Gagnère, qui est directrice clientèle au Majestic Barrière, le fameux palace 5 étoiles qu'on va écouter tout à l'heure. Et aussi l'interview de Maxime, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé Agathe. Merkowski. Merci. Qui est le concierge en chef du
du carton. Donc ça sent le luxe, hein, ça sent le millionnaire, ça sent, ça sent l'argent facile et durement gagné. Et Agathe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux rencontres? Donc déjà, ils ont été hyper, rapides, enfin hyper ouverts même. Après c'est vrai que par exemple, pour, tout ce qui est majestique, ils ont d'autres, je vais pas dire critères, mais d'autres manières de fonctionner. C'est-à-dire que durant les interviews, la personne ne devait pas être seule et elle a une, on va dire une responsable un peu qui s'occupe justement de la presse, et des relations comme ça avec les médias, pour valider en amont justement ce qui va être dit. Pour info, j'ai partagé aucune question en amont. Ils ont vraiment découvert ça, de manière fluide et c'était vraiment un échange, on va dire, voilà, sans réfléchir. Enfin, je veux dire, c'était très spontané. Heu, pour Maxime, ça, du coup, ça s'est fait au téléphone parce qu'on a eu des soucis de créneau, vu que je passais par un autre responsable. Pour Maxime Salax, ce que je dis, pour Maxime Nerkowski. Il est également en plus, enfin depuis quelque temps, il a reçu un nouveau, alors, je ne sais pas comment expliquer, mais, il est responsable aussi des Clés d'or, qui est en fait une énorme distinction quand on travaille dans le domaine du tourisme et cetera. Donc il est chef concierge et les Clés d'or, donc en fait, c'est un espèce de petit badge qu'on a en plus, sur le veston, qui montre en fait, le comment dire? La durée, depuis combien de temps on est là, les compétences qu'on a et cetera. Donc c'est aussi une gratitude d'avoir ça et ça montre aussi qu'il est là depuis quand même quelques années. Il a commencé en tant que voiturier. Ça fait plus de 10 ans, hein, qu'il travaille, au Carlton, donc il en a vu des choses et c'était hyper intéressant parce que justement, j'ai pu avoir son point de vue sur pas mal d'histoires. J'ai pu également, apprendre pas mal d'anecdotes aussi sympas, qu'il avait du coup lui-même vécu parce que c'est pas du tout son premier festival étant donné qu'il est là depuis pas mal d'années donc c'était assez intéressant. Parfait. Je précise que l'interview de Maxime du Carlton sera publiée sur le site internet de la Nuit du Dimanche sous format écrit. Donc n'hésitez pas à aller lire l'interview. Et que tout de suite après, dès la fin de cette émission, on écoutera l'interview de Béatrice Gagnère et notamment certaines anecdotes qui m'ont... d'accord, c'est des anecdotes qui concernent les milliardaires, mais ça m'a bien fait rire quand même, hein. Il y a parfois des demandes folles et vous verrez aussi sur Maxime pour la conciergerie du Carlton, c'est aussi le cas. Et je pense que Mathieu a été kidnappé et, et c'est Monsieur Oiseau qu'on a. Est-ce que c'est une référence à Quentin Dupieux, Mathieu? Pas du tout, mais je vous écoute encore, hein, vous inquiétez pas. C'est pas parce que. Alors, c'est hyper radiophonique ce genre de blague, mais je ne suis plus à Oui. l'image. Mais je couperai pas, ça me fait rire. Essaye de rebondir sur un truc qui est pas du tout radiophonique. Kiwi, fais-nous jouer, tiens. Et oui, et bah, écoutez, je vous ai rassemblé énormément d'indices pour cette question. Quel était le nom de base de la Palme d'Or? Vous avez le droit à 2 réponses différentes parce que j'ai trouvé 2 réponses différentes. Apparemment, la première réponse était genre les 2 ou 3 premières années, j'ai l'impression. Et la deuxième, bah, c'est celle qui a été en vigueur jusqu'à je ne sais plus quelle année. Est-ce que c'était le prix du jury? Non, mais il y a prix dedans. Le prix d'excellence? Non plus. Le prix Louis Deluc. Non, c'est pas ça. Non, c'est Le Grand Prix, non? c'est Ah. ça. Je te l'accorde parce qu'il y a quand même un peu plus de mots. C'est le Grand Prix du Festival international du film. Heureusement que ça s'appelle la Palme d'Or maintenant. C'est beaucoup plus toujours plus long. Mais ça s'appelait aussi la Coupe Lumière, ou alors à la base, ils voulaient appeler la Coupe Lumière aussi, en référence à la Coupe Mussolini qui voulait justement détrôner par rapport à la Mostra de Venise, et à Louis Lumière qui devait être le premier président du festival. Voilà. Pour initier à vous avoir appris des choses. Est-ce qu'on a ramené la coupe à la maison à ce moment-là? Alors je t'invite à faire la question pour demain, comme ça nous saurons un peu plus de toutes les palmes d'or qu'il y a eu à Cannes. Très bien. Oui, et c'est spécial Tanguy Perron, mais le premier palmarès est dans le livre, l'excellent livre de Tanguy Perron, Tapis rouge et lutte des classes. Avant d'écouter l'interview de Béatrice Gagnère, pardon, est-ce que vous avez d'autres questions pour Agathe sur les coulisses de ce festival?
Moi, j'aurais peut-être plus ton avis, perso, justement, comme tu nous as dit au début que tu avais l'envers du décor en habitant à Cannes. Est-ce que là, de le fait de le vivre en y participant, est-ce que ton avis change un peu? Est-ce que du coup, tu as ouais, quel est ton ressenti maintenant, du coup, sur le festival? Alors du coup, j'ai participé plusieurs fois au festival. En fait, moi, j'aime bien m'y prêter au jeu. Enfin, franchement, c'est une expérience à vivre. Après, c'est vrai que je peux comprendre les Canois qui en ont marre pour tous les problèmes qu'on a évoqués. Donc, ça soit au niveau des bouchons. Voilà, 1 heure et demie de trajet, c'est quand même voilà. Ce qui est bien, c'est que les bus sont gratuits par contre durant le festival de Cannes. Les places de parking non, en l'occurrence. De toute façon, il n'y en a pas, donc c'est plus simple. Mais sinon, alors après, ce qui est embêtant, c'est vraiment, par exemple, quand on a un film. Là, demain, donc le film commence à 9 h, on me demande de venir à 8 h 30. J'irai à 7 h. Voilà. Pour des raisons de circulation, pour des raisons que la file d'attente ne va pas s'arrêter. Donc en fait, logistiquement parlant, c'est hyper fatigant. C'est horrible à dire, mais c'est hyper fatigant parce qu'il y a une organisation à gérer. Et en fait, parfois, les films, ils sont pas dans le même cinéma, pas dans la même salle, pas dans la même ville et pas forcément parce qu'il y a le Cinéum à Cannes-la-Boca qui est pas à Cannes où des films sont projetés. Donc quand tu as en fait une séance à 8 h 30 au Palais des Festivals à Cannes et qu'après à 11 h tu dois aller au Cinéum, enfin, c'est hyper stressant en fait. Parce que si tu arrives pas à l'heure, bah, en fait, tu peux pas rentrer. Si tu rates ta séance, on te coupe l'accès à la billetterie en ligne. Voilà, c'est quand même vachement stressant, je trouve. Mais voilà, après, c'est une expérience, je regrette pas du tout, je serais contente de la vivre. Et si c'était à refaire, je referais quoi. Ok, super. J'ai une question par rapport à ça, mais juste avant, je vais laisser la parole à Cécile. Moi, je me demandais si ces tenues glamour obligatoires, même en journée et si tu dois être un peu sursapé, pour aller à ta séance de 9 h ou si c'est plutôt, à partir, d'une certaine heure et plutôt dans l'après-midi qu'on attend un certain, standing, vestimentaire? Alors, d'ailleurs, je crois que j'ai reçu un mail, parce qu'en fait, on reçoit des mails la veille pour nous dire justement comment on doit être habillé. Alors, on n'a pas le droit au basket, par exemple, que ce soit homme ou femme. Il me semble que pour les hommes, c'est smoking obligatoire, dans tous les cas. Et pour les femmes, on peut mettre des talons, mais on peut ne pas en mettre. Donc, chaussures habillées, par exemple. Et en termes de tenue, alors après, ça sera plus pour le tournage, du coup, qui aura lieu demain. Mais par exemple, pour le Festival de Cannes, ils disent en fait, le dress code, c'est tenue élégante exigée. Donc effectivement, moi, j'ai rarement vu des gens en jean. Et c'est vrai que par contre, tu soulignes un point qui est important, c'est que forcément les gens se prêtent plutôt au jeu le soir. Quand les séances, elles commencent à 17 h, 18 h, voire même 20 h, bah, c'est là en fait où forcément les stars, elles font plus leur apparition. Donc on a plus de vêtements un peu extravagantes, grosses robes de soirée et cetera. Mais normalement, toute la journée dans la continuité, les gens sont apprêtés, que ça soit en costume ou même des robes légères, tu vois? Enfin, franchement, tout le monde joue le jeu. Donc oui, demain, je serai en robe. En robe à petits pois, on va te préciser. Ok. Mais par exemple, est-ce que moi, demain, à 9 h, je peux aller voir un film en short? Juste voir un film à 9 h Non. du matin? Non. Certainement pas. Ok, je Certainement serai... pas. Malgré serai- le temps, parce qu'on a un super beau temps, avec sa côté de la mer, mais Je serai dégagé Manu Militari. ouais, il y a des vigiles à l'entrée et on fouille d'ailleurs les sacs, enfin, c'est hyper réglementé. On passe, en fait, à travers un portique, sécurisé, parce qu'il y a aussi un peu aussi le Vigipirate, cette histoire de Vigipirate qui ressort. Donc les sacs sont fouillés, on n'a pas le droit d'emmener de la nourriture, on n'a pas le droit d'emmener de l'eau, on doit avoir notre carte d'identité avec nous, notre badge, sur le téléphone, du coup, la séance puisqu'il la scanne et j'ai un oublié, mais voilà, grosso modo, short, c'est interdit. Short, tu fais même pas la queue. Short, il y a des vigiles de partout. Short, c'est moderne, mais range pas. Voilà, la boutique à côté et la quoi. Ok, d'accord. Que ça existe, J'ai du noté. coup, des personnes qui viennent en fait, en se disant: «Bon, bah, j'ai que ça à mettre» et qui en fait, il y a des locations aussi sur place de vêtements, de smoking, de robes de soirée et cetera. Il y a un gros business à côté, donc il y a même des formations qui existent, j'en parlais avec Christophe un peu avant, des formations qui existent pour les personnes qui sont novices et qui vont assister à un 1er festival et on te vend une formation à 70 €, où pendant 3 heures, on va t'expliquer comment fonctionne le festival de Cannes, où trouver les stars, pourquoi être à l'heure, enfin un peu les bons plans finalement, les soirées aussi qui existent, et des soirées donc on parlait des influenceurs qui sont, gratuites, mais enfin les influenceurs sont invités aux soirées
Et pour les personnes qui ne sont pas influenceurs, qui ne sont pas entre guillemets connus, les soirées sont payantes et commencent à peu près à 1 000-2 000 euros. Alors, Il faut un vrai budget, quoi. voilà. Et parfois, il y a des soirées vraiment très privées. Il y a l'AMFAR qui va avoir lieu, il y a des galas, il y a la soirée Philippe Plein. Là, par contre, c'est exclusivement par invitation et pour le coup, bah voilà, c'est vraiment très restreint, quoi. Ok, c'est vraiment une industrie Ah oui, vraiment. totale, quoi. Du commerce, du commerce, du commerce. Avant d'arriver... Mathieu. Donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment pas du tout un festival populaire. Donc en fait, il y a les prolos et il y a et puis les autres qui peuvent se permettre de voir des films. Non, non, mais c'est très après, c'est quand même assez drôle, que accepter ça et de huer Bolloré. C'est il y a une forme de dichotomie où on accepte des règles profondément assez injustes d'espèces de bourgeoisie ou et cetera qui me dépassent moi donc est-ce que je suis le seul que ça choque? Cécile? Non, tu n'es pas le seul que ça choque, mais en fait, ça me fait penser au fait que, je sais pas si c'est depuis l'origine, mais en tout cas, c'est depuis des années que, les stars sont habillées, en fait, par des créateurs. Par, des bijoutiers et des créateurs de luxe, donc ils ne payent pas les vêtements qu'ils portent, mais Mmh. il y a des influences réciproques, en fait, entre le secteur, du luxe, du cinéma pour, valoriser, aussi le travail de la haute couture. Avec d'ailleurs aussi, de la grossophobie à l'encontre de certaines stars, qui, sont jugées comme, ne méritant pas, d'être habillées ou de porter des bijoux, parce que ça porterait atteinte, à l'image de leur favori ou de la haute couture. Il me semble que c'est plus à Cannes que dans d'autres festivals, en fait, ce côté, glamour et attaché, heu, aux vêtements, que par exemple à la Berlinale, c'est quand même un petit peu, moins le cas. Par contre, je ne sais pas si ça a été comme ça dès l'origine ou si c'est venu au fur et à mesure, pour surfer justement sur, la médiatisation, de l'événement et qu'ensuite, c'est devenu un événement glamour à part entière. Alors, sur le glamour, c'était déjà un peu dès le début, hein. On en parle d'ailleurs dans le livre. Ça fait 20 fois que je le cite. Du tapis rouge et lutte des classes de Tanguy Perron. Agathe. Oui, pour rebondir du coup sur l'histoire des créateurs qui prêtent leur robe, ça existe de moins en moins à Cannes. Alors, il y a des partenariats comme APM Monaco, qui eux prêtent leurs bijoux et c'est plus du coup, à des influenceurs qu'à des stars. Pour la petite anecdote, on l'a pas encore évoqué, mais justement pour cette histoire de créateurs qui prêtent leurs robes, ça ne se fait plus trop en ce moment parce qu'en fait les stars quand on les interroge, il y a des médias qui demandent: «D'où vient ta robe?» et cetera. Elles donnent des faux noms, elles savent pas répondre, elles savent pas qui les habille et il y a un créateur qui disait: «Moi j'arrête parce qu'en fait je prête ma tenue, ils me la rendent dans un état pitoyable et quand on leur demande qui les a habillés, on n'est pas capable de me répondre». Enfin, il y a beaucoup de gens en fait qui comme ça passe par des agences, elles savent enfin, c'est pas elles directement qui vont choisir la robe, parfois on leur impose. Donc en fait, c'est leur agent qui gère en fait un peu l'image de marque et qui va prendre, voilà ce créateur-là et en fait l'agent, je pense qu'il fait mal son travail puisqu'en fait il leur dit: «Bah, c'est un tel qui t'a fait ta robe». Elle se retrouve sur le festival: «Ah, c'est la robe de qui?» et en fait elle va dire un mauvais nom parce que son agence l'a mal conseillé et donc le créateur disait: «Moi, ça fait 3 fois que je fais enfin 3 années consécutives que je fais le festival de Cannes. Cette année, non, parce que, à chaque fois, en fait, on me cite pas, on se trompe, on me cite pas». Donc ça se fait de moins en moins, ça se fait de moins en moins. Je trouve que ça se fait de moins en moins. Après, enfin, il y a des comme je te dis, il y a des locations, il y a un énorme business de location de robes de luxe, où il y a des partenariats effectivement, mais c'est plus, je trouve, effectivement avec les bijoux. Sinon, elles viennent avec leurs propres vêtements. En règle générale, elles ont déjà prévu de toute façon leur montée des marches 3 mois avant et elles ont un styliste et ça a été déjà vu un peu comment elles vont être habillées, quel vernis elles vont avoir sur elles. Les coiffures aussi, il y a énormément de coiffeurs dont Paul Duchemin qui est un peu connu, qui a des créneaux aussi, à rallonge. Enfin voilà, il gère aussi tout cet aspect aussi festival de Cannes et tout est déjà prévu à l'avance. Donc mais pour l'histoire de partenariat, je trouve que ça te fait de moins en moins, en tout cas avec
Les acteurs, ça se fait beaucoup plus avec les influenceurs, quoi. Ok, ça marche. Marie? Bah, ça me fait réagir, ça me fait penser à 2 anecdotes. Il y en avait une où enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais plus, c'est vrai que là, j'ai vu, pas mal, passer de posts de médias ou quoi, où en fait, le post en lui-même, c'est uniquement: «On a croisé telle star habillée avec tel grand créateur, qui portait les bijoux de telle marque, de bijoutier» et en fait, bah, voilà, ça montre un peu aussi, je pense, l'âme du festival. Mais j'ai découvert cette anecdote il y a pas très longtemps, c'était au début des années 2000, je crois que c'était Eva Longoria, c'était son premier festival de Cannes, j'ai vu et en fait, elle savait pas du tout à quoi, enfin, elle connaissait pas vraiment, on va dire, toute l'ampleur autour du festival de Cannes et notamment la pression autour des vêtements et tout ça et elle s'est pointée avec une robe qui coûtait 30 qu'elle avait achetée dans une boutique à Los Angeles et en fait, la robe a fait un buzz de fou, les gens pensaient que c'était Versace, enfin, elle a été Ouais. vachement, interrogée et tout, donc comme quoi il y a vraiment aussi cet aspect-là de juste la mode pour la mode, le nom, mais en fait, finalement, les gens connaissent pas réellement, quoi. Ils veulent juste savoir qui s'habille et «Ah, tu pris tel créateur, c'est bien» ou l'autre: «Ah bah non, pas trop», mais en fait, globalement, ils peuvent pas reconnaître un gros vêtement de créateur ou pas, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que demain, tu es sur France 5, c'est ça, Agathe? Ouais, son tournage. Donc, c'est diffusé en direct sur France 5. Tu participes à C'est ce soir, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, nous, on commentera l'émission hein, dans laquelle tu es. Alors, on ne pourra pas diffuser ni le son ni les images, sinon on serait hors la loi et on aurait d'énormes problèmes. Mais, mais on commentera quand même avec le son de France 5 dans l'oreille discrète et on commentera ta venue. Du coup, D'ailleurs. oui? Non, d'ailleurs, je disais justement, après, on parlait des tenues, j'ai reçu un mail de Public, parce que c'est eux qui gèrent aussi l'émission et en fait, ils m'ont mentionné comment demain je vais m'habiller pour le tournage. Donc voilà, ça me fait rire parce que je reçois ce message à l'instant. Voilà, donc c'est le dress code, si vous voulez savoir, c'est tenue élégante exigée, privilégier donc des couleurs vives ou claires et prévoir une tenue chaude car il peut faire frais vu les horaires de tournage. Voilà, donc c'est assez voilà, couleur vive parce que je pense que tout va être noir autour de nous. Mais voilà, il y a vraiment des directives quoi, pour les tenues. Et c'est fou. Et ça veut dire que si tu te pointes en robe de soirée noire, une petite robe noire, ils peuvent te dire non, madame. Ils prévoient des gilets, en fait, pour les personnes qui sont toutes en noir, je pense, des gilets un peu, voilà, rouges ou autres pour, apparaître quand même. On va être dans le public, donc il faut quand même qu'on se distingue, je pense et puis il faut que ça rende bien l'image finalement. Donc ouais. Non, D'accord. mais puis je pense que ils de ce qu'ils ont dit aussi, ils peuvent, te refuser l'accès aussi. Si tu es en retard ou peut-être ça voilà. Ok, mais ne sois pas en retard. Du coup, est-ce que tu sais le sujet sur lequel tu vas être interrogé? Non, pas du tout. Je Quel l'ai mal travaillé pour le suspense. coup, j'ai pas ouais. Ok, eh ben, on verra ça demain en direct. On prendra l'antenne à 21h comme aujourd'hui. On parlera de l'actualité du jour du festival. J'espère qu'on parlera un peu de cinéma. Et puis on regardera ça avec attention. Tu nous rejoindras le lendemain parce que tu termineras tard et on ne veut pas t'épuiser, d'autant plus que tu verras tu auras vu Histoire parallèle notamment et on pourra en parler de ce film vraiment merveilleux avec Pierre Ninet. Non, je ne suis pas du tout ironique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant de rendre l'antenne? Rendre l'antenne. Une Ça, c'est... dernière question, si vous voulez? Ah oui, Kiwi, vas-y, fonce. Ah, allez. En plus, elle est un peu facile. En quelle année, le festival n'a pas eu lieu? En quelles années le festival n'a pas eu lieu même? 69? 68. Ah oui, j'aurais dit 68 68 plutôt. aussi, ouais. 68. Il y en a d'autres. Personne. Ah ben, le Covid. Et Ouais, oui, 2020. Ah ben oui. Ah 2020. ouais, Tout à fait. c'est vrai. Et je veux juste faire une petite parenthèse sur 68. Est-ce que vous connaissez cette merveilleuse citation? Je vous laisserai deviner le réalisateur. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes des cons. Qui a dit Godard. ça? Ouais, c'est Godard. Oui. Mm. On ne peut rien vous cacher. Godard qu'on embrasse. Moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à me la sortir. Il se passe quoi si Versace sort un short? Ça, Ah non, c'est mais une ça, très bonne c'est question. Mais est-ce que c'est pas Versace qui a sorti un sac plastique, genre le sac de...
Balenciaga. Balenciaga, ça. Balenciaga. D'accord. À 3 000 € le sac plastique, ça a fait fureur, il paraît. Et des collants troués aussi. Vraiment, les riches, ils aiment singer les. Surtout, ils aiment se moquer des pauvres. Quelle belle phrase. Agathe. Agathe, est-ce que tu veux Il intervenir? faut dire que Balenciaga, pour anecdote, l'un des créateurs. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est, tu peux y aller. Oui, j'ai eu un moment de bug, désolé. C'est pour anecdote de Balenciaga, le créateur s'inspirait des personnes sans domicile fixe initialement, d'où la DA un peu farfelue parfois, le mélange de couleurs, les trous, machin. C'est dans la DA en fait, finalement. Mais Et quelle j'avais horreur. crédité le type. Hein. Quelle horreur, quelle horreur. Forcément. C'est vraiment les riches qui sucent le sang des pauvres. Des moustiques, non. Ouais. Exactement. Et quelle meilleure conclusion pour cette première émission consacrée au cinéma et à Cannes. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup de ton témoignage, Agathe. On ne se retrouvera pas demain parce que tu seras épuisé et sur le tournage de France 5. Mais on se retrouve dans 2 jours où nous parlerons d'Histoire parallèle, s'il vous plaît. Et aussi d'autres films, sans doute de la Vénus électrique, à moins qu'on en parle demain, tiens, de la Vénus électrique. Je vous dis à demain 21h, j'espère que vous serez tous là. Merci aux 300 personnes qui nous écoutent, 300 et quelques. Soyez au rendez-vous demain, et voilà, c'est super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour le mot de la fin, Kiwi? Non, Kiwi, alors c'est Agathe. Plutôt bien. Oui, si vous voulez voir des stars, c'est le Majestic. D'accord, et elles sont toutes là, mais ça ne m'étonne pas parce que vous verrez l'interview qui sera diffusée juste après cette émission. Cécile? Non, rien à ajouter. Marie? Et merci pour ces colis. Et puis, hâte de continuer. Kiwi, on retente. Bonne soirée. Merci Kiwi. C'était pas bon le truc. Et j'oublie toute politesse. On termine avec la voix d'un homme, un vrai, Mathieu. Oh. Alors, j'ai hâte d'affûter mes hameçons parce qu'on part à la canne à pêche. C'est très bien. Je vous dis aussi merci. On se retrouve demain en direct à 21h. Le replay sera disponible dès demain matin sur lanuitdimanche.fr. On fait une petite pause musicale et d'ici 2-3 minutes, vous pourrez écouter l'interview de Béatrice Gagnère faite par Agathe Poncé. Et n'oubliez pas que demain matin sera diffusé aussi sur le site internet lanuitdimanche.fr l'interview de Maxime, le concierge du Capton. Bonsoir tout le monde et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.